Proche, ouais. Philippe, on va laisser parler en priorité donc bien sûr notre ami qui est là, Bruno. Bah oui, ce serait bien. Mais après on passe on passe directement la chronique économique. Bonjour. Ah bah voilà. Bonjour. Mettez juste votre manteau là. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis ravie de vous retrouver pour cette jolie journée pleine de pluie. Mais c'est pas grave, bienvenue au bar de l'économie en FM avec IDFM Radio Anguin, en vidéo live sur Facebook, sur YouTube bien sûr, et puis sur notre plateforme bardeléconomie.fr. Alors aujourd'hui, eh bien, des bonnes nouvelles d'ailleurs pour le Val d'Oise, vous allez voir, on va parler de nouvelles entreprises qui s'installent, on va parler du lancement d'un pôle d'excellence européen autour de la mobilité aérienne, et puis nous allons parler de comment laver et d'avoir son linge finalement prêt à ranger, et puis nous allons parler de fonder son propre potager, mais pas seulement pour nous les particuliers, ça bien sûr on en a l'habitude, mais surtout pour les collectivités publiques, et oui, et si elles s'y mettaient, et puis pour les entreprises, parce qu'il y a de la place. Mais avant, comme d'habitude, c'est nos infos du jour, et aujourd'hui nous avons la chance, eh bien c'est mercredi, donc c'est la chronique gastronomique, et on va dire bonjour à Bruno Vigoureux qui est avec nous ce matin. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un voyage. Oui, un beau et bon voyage. Et par les temps qui courent, voyager n'est pas forcément évident. En effet, nous allons faire une recette tournée vers l'Asie. Alors, attachez vos ceintures et on va mettre le cap à l'est, le grand est même, car nous allons faire une soupe de nouilles aux crevettes. C'est un pur régal. Vous retrouverez avec un incroyable mélange de saveurs dans votre assiette. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter de vous être embarqué pour ce beau voyage que vous pouvez faire sans test PCR, sans passeport et sans billet d'avion. Pour cette recette, 4 personnes, vous pouvez prévoir 20 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson. Allez, c'est parti, attachez vos ceintures, on va décoller. Vous avez donc besoin de 400 g de crevettes roses décortiquées, 4 cm de gingembre frais, 3 gousses d'ail, 2 oignons, un citron vert pour le jus, un bâton de citronnelle, 40 centilitres de lait de coco, 300 g de nouilles chinoises, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe rase de pâte de curry rouge, 3 cubes de bouillon de légumes, 2 cuillères à café de pâte de piment, de la coriandre et du poivre aux 3 baies. Pour commencer, on va faire cuire les nouilles. C'est très simple, vous les mettez environ 8 à 9 minutes dans l'eau frémissante, vous les égouttez et vous les réservez, c'est-à-dire que vous les laissez tranquilles dans un coin. Ensuite, on émince l'ail, l'oignon, la citronnelle et on râpe le gingembre. Attention les doigts quand même. Puis on fait chauffer l'huile de sésame dans une poêle. Si vous avez un wok, vous savez ces poêles profondes, c'est encore mieux. Et on y ajoute les ingrédients que vous venez de préparer et on les fait revenir 2 minutes dans la poêle. Maintenant, on va assaisonner en ajoutant la pâte de curry et celle de piment. On mélange bien et on laisse infuser les épices. On peut alors diluer les bouillons cubes de légumes dans 60 cl d'eau chaude et vous verser dans la poêle. On ajoute le jus du citron vert et la sauce soja. Pour terminer, on incorpore le lait de coco, puis on dépose les crevettes. On porte à ébullition sur feu vif, puis on baisse aussitôt pour n'avoir qu'un joli petit frémissement. On laisse cuire jusqu'à ce que la soupe épaississe, c'est-à-dire 6-7 minutes. On peut maintenant ajouter les nouilles. Surtout, on mélange bien pour les imprégner de la soupe. On peut servir dans un bol ou une assiette creuse en y mettant quelques feuilles de coriandre ciselées et le piment émincé. On peut poivrer à sa convenance. Voilà, c'est tout. Je vous l'ai dit, cette recette est un vrai voyage à moindre frais et je suis certain que vous allez adorer. Maintenant, vous pouvez détacher vos ceintures et vous rendre dans votre cuisine pour se lancer dans cette belle recette. Au revoir, bon appétit et à très vite.
Merci beaucoup Bruno pour cette jolie recette. On va se régaler. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va parler des recherches et d'implantation de nouvelles entreprises en Val d'Oise. On va parler donc bien de comment ranger finalement son linge beaucoup plus rapidement que d'habitude et puis comment créer son potager, notamment pour les collectivités publiques. Grâce à mes invités du jour, j'accueille Jean-François Benon, le directeur général du comité d'expansion du Val d'Oise. Ensemble, on parlera donc des recherches de sites pour l'implantation de nouvelles entreprises et du lancement d'un pôle d'excellence européen autour de la mobilité urbaine, car ces aéronefs électriques légers sont prévus pour les Jeux Olympiques de 2024. Et puis, à nos côtés, Alfadio Oliri Togbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé du Lavoir Moderne. Vous avez inventé le prêt à ranger. Vous êtes aussi le fondateur d'un fonds d'investissement Industrie Capital, c'est son nom, qui fait de la location opérationnelle et du financement d'équipements industriels. Et vous avez investi justement dans l'usine du Lavoir Moderne installée à Saint-Ouen-l'Aumône en Val d'Oise. Absolument. À vos côtés, Maxence Baudert, bonjour. Bonjour Florence. Maxence, vous êtes le fondateur, le tout jeune fondateur, j'allais dire, de Rubus Service. Vous proposez des potagers clés en main, une entreprise créée en septembre 2019. Vous êtes installé d'ailleurs incubé à la Turbine, à Cergy-Pontoise. Et vous, votre cible finalement, plutôt que de viser en priorité les particuliers qui de toute façon viendront à vous, c'est de cibler les collectivités publiques et les entreprises. Donc on va sans doute faire un appel aujourd'hui. Mais avant de vous passer la parole, on poursuit avec nos infos du jour. On est mercredi, c'est la chronique économique de notre expert Christophe Rivet qui voudrait vous interpeller, vous les chefs d'entreprise, sur la loi de finances 2021. À tous, aujourd'hui nous allons évoquer quelques points particuliers pour les entreprises qui figurent dans la loi de finances 2021. Alors comme chaque année, la loi de finances recèle quelques originalités qui vont au-delà des mises à jour habituelles, des seuils et des barèmes. Nous noterons plus particulièrement la réévaluation libre des actifs. Alors, quel est le principe d'une réévaluation d'actifs ? Depuis 1984, les entreprises ont la faculté de remplacer la valeur de leurs actifs inscrits au bilan, donc une valeur historique, c'est la valeur brute, diminuer le cas échéant par des amortissements ou des provisions, qui donnent la valeur nette, par une valeur réévaluée, réestimée à sa valeur du jour. Il y a un immense intérêt et un au moins immense inconvénient. L'intérêt qui est double, c'est de présenter à l'actif une valeur économique beaucoup plus réaliste et évidemment beaucoup plus forte, ce qui plaît aux investisseurs, et de gonfler mécaniquement les fonds propres, dégageant ainsi des marges de manœuvre pour des demandes de prêts, par exemple, et en tout état de cause, épongeant dans les fonds propres quelques pertes récentes. L'immense inconvénient est que se traduisant par une augmentation de l'actif net, cette réévaluation est taxable aux yeux du fisc, sans disposition particulière. Échanger un gonflement purement comptable de son bilan par une sortie d'argent sonnante et trébuchante au profit du fisc, et évidemment, peu d'entreprises s'y sont intéressées. Le gouvernement, bien conscient de la faiblesse des entreprises françaises en matière de fonds propres, qui se conjugue avec une augmentation vertigineuse du niveau d'endettement à l'heure actuelle, propose donc d'aménager ce dispositif de réévaluation libre en différant l'imposition de l'écart de réévaluation dégagé. Mais attention, il y a des conditions à cette réévaluation. Il s'agit des immobilisations corporelles et financières, d'abord, et dans leur intégralité. C'est tout ou rien. On ne va pas choisir les biens que l'on veut réévaluer. Ensuite, le dispositif s'applique sur les exercices clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022. Par ailleurs, l'imposition est différée, non annulée. Pour les biens non amortissables, les terrains par exemple, l'imposition est différée jusqu'au moment de la cession. Pour les biens amortissables, les outillages, les véhicules, les immeubles, l'écart sera progressivement imposé sur 15 ans pour les constructions, sur 5 ans pour les autres biens. Et si le bien objet d'une réévaluation est cédé, l'écart restant est immédiatement imposé. Toutefois, les amortissements restants à pratiquer sont eux aussi majorés, puisque partant dorénavant sur une base majorée. Alors, c'est intéressant ou non ? Sur un plan fiscal, clairement oui, sans restriction pour les biens non amortissables. L'écart ne sera imposable qu'au moment de la sortie, ce qui assure une neutralité fiscale à l'opération.
Pour les biens amortissables, eh bien ça dépend. Si la durée d'amortissement restante est inférieure aux 5 ans et 15 ans évoqués, l'opération est intéressante à cause du décalage d'imposition entre les charges déductibles des amortissements et l'imposition de cet écart étalé en part égale. Une entreprise qui révalue un bien de 10 000 € à l'origine, recalculé à 16 000 sur lesquels restait 3 ans d'amortissement, va pouvoir passer en 3 ans les 6 000 € d'écart en charge, soit 2 000 € par an, tandis qu'elle sera imposée de 1 200 €, soit un différentiel de 800 € en base d'imposition sur les 3 premières années. L'intérêt, évidemment, c'est un gain de trésor. Si le bien est déjà amorti, alors là, l'opération est nettement moins intéressante. En effet, on retombe dans l'inconvénient de payer de l'impôt en contrepartie d'une opération comptable et financière qui, elle, est sans effet positif sur la trésorerie. Alors certes, la plus-value hypothétique de la cession du bien permettra de retrouver cet impôt payé en quelque sorte à l'avance, mais est-ce bien le moment de consommer du cash au profit de l'État? Par ailleurs, c'est une opération qui peut s'avérer assez lourde, voire coûteuse, si l'on doit faire appel à un expert. En effet, il faut se rappeler qu'on ne peut choisir les actifs que l'on souhaite réévaluer. Ensuite, il faut un suivi comptable et fiscal pour avoir une traçabilité de la valeur d'origine de chaque bien. L'intérêt, encore une fois, si l'on fait le bilan, est de présenter un bilan plus réaliste, au moins pour ce qui concerne l'actif. Pour le passif, certes, les capitaux propres sont gonflés, mais par un flux purement comptable et non par des apports en numéraire des actionnaires ou par des résultats d'exploitation. En conclusion, prenez conseil auprès de votre directeur financier ou de votre expert comptable pour vous assurer de votre intérêt à vous lancer dans cette opération. Deuxième point de la loi de finances que j'ai pu noter, l'abandon de loyer qui est favorisé pour les bailleurs. Alors les bailleurs peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt s'ils consentent à un abandon de loyer au profit de leurs locataires dont les locaux ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil public. 2 points. D'abord, il s'agit des loyers du mois de novembre 2020. Alors pourquoi une telle limitation? C'est un mystère. Mais c'est comme ça. Donc renonciation au loyer du mois de novembre 2020, déjà fait ou qui le sera par le propriétaire, et ce, il a jusqu'en décembre 2021 pour se décider. Deuxième point, le crédit d'impôt est égal à 50% de l'abandon consenti. Troisième point de cette loi de finances, notable, un crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des PME. Le crédit d'impôt est de 30% avec un plafond à 25 000 €. Alors, on rappelle qu'une PME, c'est une entreprise de moins de 250 personnes qui réalise moins de 50 millions de chiffre d'affaires avec un total de bilan qui n'excède pas 43 millions. Quatrième point, la baisse de la CVAE. Le taux d'imposition de la contribution sur la valeur ajoutée est diminué de moitié et passe de 1,5% à 0,75% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions. Le taux de plafonnement de la CET, qui regroupe la CVAE dont on vient de parler et la cotisation foncière des entreprises, est lui-même abaissé. Dernier point, la réduction de la TASCOM, qui est la taxe sur les surfaces commerciales, la réduction de 20% de cette taxe s'étend dorénavant aux magasins dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés. Voilà quelques points parmi d'autres qui me semblent intéressants de souligner et je vous souhaite une excellente semaine à tous. Voilà, on remercie Christophe Rivet pour toutes ces explications car c'est compliqué cette loi, bien sûr, de finances, comme d'habitude. On poursuit nos infos du jour avec l'interview d'Alain Richard, sénateur pour le Val d'Oise, à qui j'ai demandé ce qu'il répondait à l'appel des 35 maires du Val d'Oise, indiquant que le taux de 25% inscrit dans le projet de loi sur le logement, cette fameuse loi SRU, qui arrive en débat, était impossible à réaliser. Souvenez-vous de notre émission de lundi, où j'avais reçu déjà un sénateur, un député et un maire. Si ça vous intéresse de réécouter cette émission, allez sur notre plateforme barredeleconomie.fr ou sur YouTube. Donc voici ce qu'en pense maintenant Alain Richard, le sénateur pour le Val d'Oise. Donc j'aimerais savoir déjà pourquoi faut-il une révision de cette loi SRU et deuxièmement, que pensez-vous de la question que posent les maires qui trouvent que de toute façon imposer aux communes un taux à 25% par commune c'est pas possible. Ils proposent une solution au niveau intercommunal. Ils ont satisfaction. Nous avons voté dans une loi récente sur le logement en 2019 exactement cela. Et c'est venu d'une contribution parlementaire à laquelle je me suis moi-même associé. Mais je pense qu'il y a besoin
de quelques autres adaptations à la loi de solidarité urbaine, mais il y a quand même besoin de se clarifier des idées. C'est-à-dire que, fondamentalement, moi, comme la grande majorité des parlementaires de toute famille politique, je pense qu'il faut maintenir cette règle. Et quand je lis attentivement et courtoisement la lettre de nos collègues, et je vois très bien comment elle a été rédigée, leur préférence serait qu'il n'y ait pas de loi. Et je fais observer, puisque vous voulez mettre les choses bien sur table, que cette loi date de décembre 2000. Elle était d'ailleurs en réflexion depuis longtemps. C'était une époque où il y avait un gouvernement de gauche auquel je participais. On suivit de 2002 à 2012 deux mandatures dans lesquelles c'était les forces de droite et de centre-droite qui avaient la majorité, qui ne l'ont pas modifiée. D'accord. Suit une législature à majorité de gauche de 2012 à 2017 dans lesquelles est instaurée l'obligation, avec d'ailleurs des réserves de 20 à 25%. Et nous sommes dans une législature avec la majorité en marche que vous connaissez, qui a fait une modification, mais sans remettre en cause le principe des 20 à 25%. Est-ce que vous pensez que justement ce taux... Je continue à défendre ce besoin. Pourquoi? Parce que la France est un pays dont le nombre de logements ne croît pas assez vite par rapport aux besoins. C'est-à-dire que le nombre de foyers augmente en France, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de voisins européens. Et donc, il y a besoin de plus de logements. Et pour une série de raisons sur lesquelles on n'a pas prolongé la discussion, nous sommes un pays dans lequel la construction de nouveaux logements se fait lentement, avec pas mal de difficultés et à des coûts élevés. Donc, si on ne prévoit pas, avec une obligation légale, un effort de toutes les communes qui sont des zones urbaines pour réaliser des logements sociaux, la situation de crise et de mal logement va s'aggraver. De toute façon, le mal logement a pris du retard avec la pandémie qui nous touche actuellement. Oui, non, mais madame, c'est un sujet qui s'étale sur 20 ou 25 ans, c'est pas une affaire de la dernière année. Nous construisons difficilement 400 000 logements par an, alors qu'il y a tous les ans des logements qui sortent du marché parce qu'ils sont dégradés, parce qu'ils sont vétustes, que le nombre de ménages augmente plus que cela. Bien sûr. Donc, moi, je préfère ne pas être hypocrite. Si certains des signataires de cette lettre, faite pour des raisons essentiellement politiques, disent qu'il faut abroger la loi SRU, libre à eux, et on aura le débat. Ce que j'observe, c'est que prudemment, ils ne l'ont pas fait. Simplement, ils préfèrent que cette loi ne soit plus loi et qu'il n'y ait plus d'obligation. Et je voudrais dire que il y a quelque chose qui me paraît inexact dans le raisonnement qui est porté dans cette lettre, qui est de dire qu'on ne peut pas construire des logements sociaux tout seul. Le raisonnement qui est porté, c'est quand on fait 100 logements, on veut bien faire 30 logements sociaux, mais on veut aussi faire 70 logements privés. Et donc, à partir de ce raisonnement, ça ne fait jamais sur un niveau donné 100 ou 150 logements sociaux, ils essayent d'expliquer qu'on ne pourrait jamais arriver aux 25% parce qu'il faudrait construire des montagnes de logements privés. Ce n'est pas la réalité. Je veux dire, tous les gens, parce qu'il y a quand même près de 600 communes qui avaient le déficit en France au départ du système en 2001-2002 et qui ont atteint leurs objectifs, ils l'ont fait comment? En s'organisant, avec d'ailleurs souvent l'aide des autres collectivités, en disant à tel endroit, nous avons un terrain qui est 1 000 hectares, nous allons y faire 60 ou 80 logements sociaux d'un seul coup. C'est-à-dire que quand vous avez un déficit, vous remontez ce déficit nettement plus efficacement quand vous faites comme ça que quand vous dites je ne construis jamais de logements sociaux tout seul. Plus de 25 collègues ont signé cette lettre en ayant parfois d'ailleurs eux-mêmes la pratique contraire et sans relever cette contradiction qui détruit le raisonnement réel. Si ce n'est qu'on sait très bien que dans certaines communes, c'est impossible ce taux de 20 à 25%. C'est vrai, madame, mais il existe un article 302-9-1-1 du Code de la construction qui prévoit que lorsqu'une commune est en difficulté pour réaliser l'ensemble du chiffre qui est prévu,
commission d'examen de la situation qui peut faire une proposition au ministre du logement de réduire le chiffre. Et cette procédure a déjà joué. Et j'en parlais avec des responsables départementaux il y a peu de temps, et cette procédure est en cours pour certaines communes du Val-d'Oise. Donc il y a trois solutions. D'une part, faire des logements sociaux groupés pour des chiffres qui sont pas énormes la plupart du temps, quand une commune est à 1%, et qu'elle doit atteindre 25% dans plusieurs années, elle peut de temps en temps réaliser un immeuble complet de 100 ou 120 logements sociaux. Bon. Deuxième solution, il y a la possibilité de se mettre en communauté, mais pour se mettre en communauté, disons les choses aussi avec un peu de netteté, il faut que toutes les communes soient d'accord. Bien sûr. Et que des communes qui ont déjà atteint le seuil de 25% disent « je suis d'accord ». Et voilà, dans quel contexte, dans quelles conditions, pour faire 150 logements sociaux de plus sur mon territoire, parce que mon collègue est voisin dans l'intercommunalité, ne peut pas le faire, ou ne veut pas le faire. Donc ça n'est pas un accord facile dans une communauté. Bien sûr. Nous l'avons facilité par la loi. Alors, La troisième solution, demander la dérogation au motif des impossibilités géographiques. certes, c'est bien de le rappeler. Je vous remercie, Monsieur le Sénateur, de rappeler que les maires peuvent demander justement cette dérogation. Autre question, c'est quand les communes n'atteignent pas justement... Je préfère qu'on retire le parent et que ceux qui ne veulent pas construire les logements sociaux s'en expliquent pas. Qu'en est-il pour les communes qui ne peuvent pas déjà atteindre ce taux actuel à 20% et dont du coup, c'est le préfet qui préempte finalement sur les logements disponibles pour... C'est la loi, et c'est la loi, et si on veut en effet éviter les situations dans lesquelles il y a, je dirais, une inertie calculée, eh bien, la loi ne peut pas, la règle ne peut pas rester sans réponse. Certes, mais quand ça n'est pas calculé, quand une commune ne peut pas, quelle solution a-t-elle? Elle est obligée donc de donner... Je viens de vous expliquer que cette commune peut présenter ses arguments et sa description de la réalité géographique et demander la mise en place d'une atténuation. Elle peut aussi faire la proposition à ses collègues d'intercommunalité de faire une mise en commun. Je ne connais pas beaucoup de communes qui l'ont fait. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. Je pense que vous avez rappelé des points importants et cela va amender le débat. Merci Monsieur le Sénateur. Voilà, j'essaie d'être objectif. Voilà, vous avez entendu la position d'Alain Richard. Donc, si vous êtes une commune et que vous n'avez pas le terrain nécessaire pour pouvoir atteindre ces fameux 20 à 25%, eh bien, pourquoi pas demander à votre intercommunalité, finalement, de vous répartir la charge. Mais je pense que là, la discussion va être rude. Dernière petite info pour terminer mes infos du jour. Eh bien, c'est le lycée Gustave Monod à Enghien-les-Bains qui vient de recevoir par le préfet du Val-d'Oise, Amaury de Saint-Quentin, le label Architecture contemporaine remarquable. Cette labellisation met en avant le caractère exceptionnel de son décor, de la qualité de ses espaces et des circulations. Il faut savoir que le lycée Gustave Monod est considéré comme le mieux conservé de toute l'Île-de-France. Il a des grandes fresques, peut-être que vous ne savez pas, de Carzou, de Brailleur, de Borthomée et de Saint-André, qui sont remarquables et bien sûr à conserver. Voilà, c'était les infos du jour. Place maintenant à nos invités. On va tout de suite commencer notre débat avec vous justement, Alfadio Olori-Togbe. Vous êtes directeur associé au Lavoir Moderne. Vous avez inventé le prêt à ranger. On va en parler dans quelques minutes parce que finalement vous avez commencé par plutôt créer pas un fonds d'investissement, mais quand même, si. Ça s'appelle Industrie Capital, qui fait de la location opérationnelle et du financement d'équipements industriels. Et je pense d'ailleurs que ça va intéresser beaucoup de chefs d'entreprise qui souhaitent trouver de l'argent pour investir dans des machines-outils. Expliquez-nous un petit peu comment est venue cette idée au départ. J'ai travaillé pendant quelques années dans le leasing d'équipements de manière générale avec un gros focus sur la partie informatique, mais mon background à l'origine est plutôt industriel. Donc avec les autres associés d'Industrie Capital, nous avons eu la bonne idée de transférer ce qui se faisait plutôt dans le domaine de l'informatique ou de l'automobile ou de choses qui sont plus connues en termes de leasing ou de location au domaine industriel. Donc ça fait maintenant une petite vingtaine d'années que nous opérons, on peut dire dans toute l'Europe, puisqu'on a plusieurs implantations un peu partout. Alors du coup, vous recherchez des investisseurs. On peut faire un appel au micro à des investisseurs finalement?
Alors oui, en effet, on a toujours de beaux projets à proposer à nos partenaires investisseurs qui sont intéressés pour financer de l'actif, ce qu'on appelle de l'actif tangible, hein, donc des équipements de production qui vont permettre à des PME, à des ETI de développer leur activité tout en protégeant leurs capitaux propres pour d'autres phases de développement. Expliquez-nous un peu le type de projet dans lequel vous investissez. Alors je vais donner un exemple. Alors je vais donner deux exemples peut-être. Quand vous faites vos courses chez Auchan aujourd'hui, pardon de citer une marque, les fruits et légumes aujourd'hui sont dans des petites caisses vertes qui ont un prix unitaire relativement faible, mais ces petites caisses de fruits et légumes sont des caisses que nous louons avec un partenaire au Auchan. Donc ça peut aller sur des tout petits actifs comme ça. Et de la même façon, on loue aussi de l'outil de production plus massif, de l'entrepôt automatisé par exemple, de marques qui font des vêtements, hein, de l'entrepôt automatisé. Donc là on a des investissements de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Donc voilà, valeur unitaire extrêmement faible ou extrêmement forte. Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on appelle le rationnel de l'investissement. Donc la façon dont l'utilisateur va produire de la valeur grâce à cet investissement. Et donc on va dire que, disons que contrairement à une vision purement bancaire qui va consister à lire le bilan, donc regarder le passé pour prédire le futur, nous on va s'intéresser beaucoup plus à la création de valeur. Donc finalement, on peut vous interroger, quel que soit son projet d'investissement en matériel, c'est bien comme ça que je l'entends, que ce soit du petit matériel, parce que vous avez donné l'exemple des caisses à légumes, comme d'une grosse machine-outil. Exactement, d'ailleurs nous préparons une plateforme entièrement automatisée pour les mois qui viennent, qui nous permettra de traiter de façon extrêmement rapide, puisque nos clients pourront faire des demandes et avoir des réponses dans la seconde, gérer leurs contrats en ligne, tout ça via une application. Alfadio Oleri Togbe, quels sont les montants qu'on peut vous demander si on recherche des fonds? Ça peut aller de quelques milliers d'euros à plusieurs millions. On n'a pas vraiment de limite ni basse ni haute. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on n'est pas vraiment outillé pour traiter ce qu'on appelle le small ticket, hein, les montants inférieurs à quelques dizaines de milliers d'euros. Mais d'ici quelques mois, nous serons capables. Donc ça démarre à combien concrètement je vous dis, en investissement? Ça démarre à quelques milliers d'euros. Donc même à la limite 10 000 euros, on peut faire appel à vous. Exactement, un outil de production, un outil d'emballage, un outil de levage, un outil des grues. Alors qui sont ces investisseurs qui vous font confiance? Alors ce sont des investisseurs privés. On a un mélange d'investisseurs privés et de banques qui sont partenaires d'Industrie Capital et qui nous permettent de faire nos montages. Donc finalement, les banques sont quand même partenaires. Elles ne rechignent pas à investir dans l'industrie? Alors au contraire, elles sont très partantes. Ce sont de gros supports de l'effort de déploiement industriel, mais néanmoins, elles ont besoin d'une expertise. Gérer de l'immobilier, c'est pas compliqué. Donc les banques le font elles-mêmes. Gérer des parcs automobiles, aujourd'hui, ils ont des filiales dont c'est le métier. En revanche, gérer des petits actifs industriels ou gérer des actifs industriels complexes, un entrepôt automatisé par exemple, c'est pas vraiment leur métier. Donc c'est là où Industrie Capital prend son sens. C'est que nous, on a ce rôle de gestionnaire d'actifs qui permet de rassurer tout le monde, le client parce qu'il a face à lui un professionnel, et la banque partenaire ou l'investisseur, hein, parce qu'il a face à lui un bon gestionnaire d'actifs. Donc ça peut être aussi des particuliers qui viennent investir, c'est bien ça? Alors c'est des investisseurs privés, alors c'est pas des particuliers en tant que tels, parce qu'il faut être ce qu'on appelle un investisseur averti, donc conscient de la nature des risques. C'est pas vraiment, c'est pas des opérations de bourse ou des opérations de marché qu'on fait, c'est vraiment du gré à gré. Du gré à gré. Et du coup, les taux de prêt sont à combien de pourcents quand on passe par une société comme la vôtre? Alors de la même façon, on ne peut pas vraiment parler de taux de prêt puisque c'est de la location, c'est des contrats de service. Ça va dépendre en réalité de l'usage, de la durée de contrat qui sera souhaité par le client ou de la. Si l'actif se déprécie, alors il vaut mieux, de la même façon qu'on loue ses locaux ou on loue son parc automobile, et bien on peut louer à peu près tout ce dont on se sert pour produire. Alfadio Oleri Togbe, je rappelle que là on parle de Industrie Capital, ce fameux, moi j'appelle ça un fonds d'investissement spécialisé pour l'industrie finalement.
Mais en même temps, vous êtes directeur associé au Lavoir Moderne. Là aussi, c'est une usine, en fait. On avait vu votre associé qui était venu au Bar de l'économie il y a 2 ans, au moment du démarrage de cette opération. C'était sur Paris. Alors, expliquez-nous un peu l'évolution. On va peut-être rappeler aux auditeurs qui n'ont peut-être pas écouté cette première émission de qu'est-ce que c'est que ce prêt arrangé qu'est le Lavoir Moderne. Alors, le Lavoir Moderne, c'est quelque chose qui est pour nous assez extraordinaire, une aventure assez extraordinaire qu'on a la chance de vivre avec Pierre-Henri Canon, l'autre cofondateur, et dans laquelle on a décidé tout simplement de mettre à la disposition des particuliers l'outil de production industrielle qui existe depuis un certain temps sur certains de ces aspects pour les professionnels. Je vais m'expliquer. Quand vous allez dans un hôtel, vous dormez dans un drap qui a été entretenu pour quelques centimes. Heureusement. Voilà, normalement. Dans un bon hôtel en tout cas. En revanche, quand vous-même vous allez au pressing, vous payez plusieurs euros l'entretien de ce même drap. Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc nous on s'est penché sur ce quelque chose et il s'est avéré qu'en réalité, ce qui différait essentiellement, c'était la façon dont ce produit était entretenu. C'est-à-dire que dans un cas, vous avez quelque chose qui est fait de façon très artisanale. Alors on n'a absolument rien contre ça, mais le problème est que dans le contexte de coût de main-d'œuvre, le contexte de petitesse des volumes de production génère nécessairement des prix de revient élevés. Donc le client au final paye très cher en service. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez 97% des textiles, des vêtements qui sont entretenus à domicile. Ce qui est un énorme problème parce que ça génère énormément de pollution également, puisque vous avez la machine à laver qui est utilisée par les particuliers. On ne va pas donner des cours d'utilisation de machine à laver aux gens, donc chacun l'utilise un peu comme il peut et comme il veut. Et les conséquences, c'est que vous avez des milliards de litres d'eau contenant des résidus de lessive et des salissures qui partent dans l'environnement. On dit qu'en France, un ménage moyen pollue l'équivalent d'un petit étang de 6 hectares tous les ans avec sa lessive. Exactement. Et donc nous, le métier auquel nous nous sommes attaqués, c'est celui de concentrer cette production, donc non plus de façon distribuée comme ça aujourd'hui dans les petites machines à laver de chacun, ou dans les pressings, de les concentrer dans des endroits où on peut contrôler cette pollution, diviser par 10 la quantité d'eau potable, de détergents, d'énergie utilisée pour l'activité, et puis contrôler son recyclage, contrôler la façon dont on l'utilise. Et on a des choses qui sont assez spectaculaires qui sont faites dans notre usine. Vous voulez dire qu'au Lavoir Moderne, vous avez étudié le coût pour un particulier, donc d'une machine, pour toute la vie, bien sûr, de cette personne, d'une personne, de l'eau consommée, de la lessive, du temps de repassage, pour arriver à un prix beaucoup plus intéressant, finalement, si on met tout ça bout à bout et qu'on divise par le nombre de semaines par an, ça nous coûterait moins cher. Exactement. De vous donner notre linge aujourd'hui, à laver et à repasser, c'est bien ça. Exactement. Alors aujourd'hui, les volumes qu'on traite ne nous permettent pas encore d'être moins chers que ce que paiera un particulier. Un particulier paiera à peu près 1,80 €, ce qui n'est pas neutre, 1,80 € par kilo. Si on tient compte des mètres carrés qu'il utilise pour l'activité, prenez une ville comme Paris ou même ici en Gain, le coût du mètre carré n'est pas neutre. Vous savez que dans certaines villes, vous allez à New York par exemple, il y a déjà des appartements qui commencent à être livrés sans buanderie, sans zone pour lavage, parce que tout est externalisé. Et donc le coût de mètre carré, le coût de la machine, le coût de son entretien, le coût des consommables, et surtout sans valoriser, ce 7,80 €, il ne valorise même pas le temps des gens, en considérant que le temps est gratuit. Ce que chacun sait n'est absolument pas vrai. Donc l'idée, c'est que la production industrielle telle qu'on est en train de la construire va amener à moyen terme ce coût de production en deçà de 7,80 €, de telle façon qu'il devienne, ça fasse partie du bon sens d'utiliser ce type de service. Puis d'une manière générale, vous avez une transformation de la société de consommation vers d'une société où on vendait des produits. Vous prenez un grand constructeur automobile du XXe siècle, c'est un constructeur qui vendait beaucoup de voitures, et on pressent bien qu'un grand constructeur du XXIe siècle, c'est un constructeur qui transporte beaucoup de gens. Donc vous avez toutes ces applications, tous ces systèmes. Donc il y a un changement de mode de consommation qui se fait. Et notre pari, c'est que dans la décennie qui vient, plutôt que de vendre beaucoup de machines à laver, on s'attachera à laver le linge des gens, ce qui est complètement différent. Et c'est ça l'objectif du Lavoir Moderne. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on annonce que vous vous installez donc à Saint-Ouen-l'Aumône, une usine, c'est bien ça. Expliquez-nous d'ailleurs l'investissement qui est réalisé donc en Val d'Oise. Alors c'est un investissement très important, d'abord par son montant et ensuite par son unicité, puisque c'est la première usine de ce type en Europe
donc consacrée à l'entretien du vêtement de particulier. Pendant les 5 années qui viennent de s'écouler, on a levé beaucoup de problèmes techniques, on a résolu beaucoup de problématiques technologiques qui allaient depuis la façon dont les gens sèchent leur linge. Les industriels, avant le lavoir moderne, ne séchaient le linge qu'en machine. Nous avons créé des systèmes qui nous permettent de sécher le linge sans chaleur et sans machine. Donc ça abîme moins le linge déjà. Exactement, exactement. Ça permet de moins abîmer le linge et puis ça consomme aussi énormément moins d'énergie. Bien sûr. Le lavage avec nos partenaires, c'est une machine à laver à domicile, c'est un petit cube de 1 mètre sur 1 mètre, si je fais court. À peu près, oui. Voilà, une laveuse, un système au lavoir moderne, c'est une machine qui fait 18 mètres de long, 4 mètres de haut et qui, en gros, va être capable de sortir 60 kg de linge toutes les 3 minutes. Donc 60 kg de linge toutes les 3 voilà, minutes. et tout ça en consommant 10 fois moins d'eau que la laveuse à domicile. C'est-à-dire qu'on lave plus le linge avec de l'eau dans vos machines? Alors on lave toujours le linge avec de l'eau, mais d'une part on utilise beaucoup moins d'eau, et ensuite on recycle énormément cette eau. Je prends un exemple, l'eau de rinçage, la dernière eau de rinçage de votre tournée de linge, c'est une eau qui est en fait une eau propre, parce qu'elle ne sert qu'à éliminer les résidus lessiviels. Pour pas que votre linge sente trop la lessive au moment où Pour pas qu'on ait d'allergie, surtout sur la peau aussi. Exactement, exactement. Et donc ces résidus lessifs, cette eau qui est propre, elle nous sert, nous, à faire le pré-lavage du bain suivant. Ce qui nous permet déjà, rien que, admettons que si vous n'aviez que lavage et rinçage, vous économisez déjà 50% de l'eau, rien que parce que vous avez doublé le cycle et que l'eau que vous utilisez pour le pré-lavage du cycle suivant est une eau qui est déjà chargée en produits lessiviels, donc vous consommez moins de lessive, vous consommez moins d'eau. Voilà, c'est un exemple. Et alors du coup, pour construire une telle machine de 18 mètres de long, je rappelle l'investissement qui est fait, ça doit coûter une fortune. Comment avez-vous fait pour concevoir ces machines? Combien ça coûte? Expliquez-nous un peu le processus industriel. Alors sur certains aspects, nous avons travaillé avec des partenaires industriels qui sont même spécialistes du sujet et qui étaient ravis de pouvoir enfin, parce que la blanchisserie c'est un métier dans lequel on lave habituellement du vêtement robuste. On lave des draps costauds, des blouses, des choses robustes. Et le vêtement de particulier, c'est au contraire très délicat. Et le savoir-faire de ces gens leur permet de faire ce genre de choses, mais jamais ils n'avaient été sollicités. Donc ils étaient ravis de collaborer avec nous sur ces sujets. Et puis certaines autres technologies, on les a développées en interne. On a une grosse équipe d'ingénieurs au lavoir même et autour du lavoir moderne pour concevoir un certain nombre de sujets qu'on garde assez jalousement parce que ce sont des clés de notre performance. Bien sûr, c'est le secret industriel, voilà, justement. Exactement. Mais on va quand même en donner un petit peu. Voilà. Et puis il y a d'autres sujets comme la traçabilité, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour prendre vos vêtements et vous rendre vos vêtements, et ainsi de suite, alors qu'ils ont été lavés dans un bain dans lequel ils ont été mélangés avec d'autres. Exactement. Mais comme quand vous allez au pressing ou comme quand vous allez dans un hôtel, vous dormez dans un drap qui a servi à des milliers d'autres, à des centaines d'autres personnes. Les techniques de lavage sont extrêmement au point. Le linge lavé par un professionnel est, d'une manière générale, 40 fois plus propre que le linge lavé à domicile. 40 fois plus propre, carrément. Voilà, exactement. Donc c'est très mesuré, tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'au lavoir moderne, on peut vous donner aussi du linge fragile, de la soie, des choses de ce type? Exactement. On est capable de traiter toute typologie de linge. Mais comment faites-vous? Parce que si vous prenez un paquet de linge chez un particulier, puisque j'en reviens à votre première cible qui est le particulier, quelqu'un trie à l'arrivée? Ça se passe comment? Quelqu'un trie le paquet de linge qu'on vous donne? Exactement. Donc vous avez ce qu'on appelle un lavandier, qui sont de nos livreurs qui vient à votre porte chercher votre linge, ou vous pourrez bientôt aller le déposer dans un de nos points relais. C'est ce qui nous permettra notamment de servir les banlieues et les provinces, ces systèmes de points relais. Et de là, votre paquet de linge, il va arriver dans notre usine. Dans notre usine, il sera trié. Alors aujourd'hui, il est trié de façon assistée, mais à l'avenir, il sera trié de façon entièrement automatique, grâce à de l'intelligence artificielle. Et il va être ensuite identifié. Et une fois qu'il est identifié, il part dans un flux de lavage, d'entretien, qui va être fonction de sa couleur, de sa forme, de sa matière, de sa fragilité. Et puis ensuite, il va être séché écologiquement, il va être repassé, emballé. Et puis vous aurez une notification que votre linge est prêt. Et puis vous ferez ou livrer à domicile, ou vous retournerez le chercher dans le point relais. Alors justement, cette possibilité de retirer son linge, enfin que vous veniez retirer notre linge à laver et qu'on puisse le récupérer ou chez soi ou dans un point relais, c'est pour quand finalement? Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à utiliser vos services? Excellente question. Alors aujourd'hui, nos services ils sont essentiellement disponibles dans le centre de Paris et Paris-Ouest, parce que c'était la zone
c'est ce qu'on appelle la zone de test. Hein, Voilà, votre zone de test. Voilà, dans laquelle on a mis au point le système pendant 5 ans. Dès cette année, avec un certain nombre de partenaires dans la grande distribution notamment, nous ouvrons des points relais qui vont permettre de rendre le service disponible, y compris dans le Val d'Oise, hein, parce que nos premiers partenaires sont dans le Val d'Oise. On va peut-être les citer, ça peut intéresser nos auditeurs. Absolument, le groupe Leclerc. Et on travaille donc pour mettre en place ce système dans le Val d'Oise qui va permettre de disposer de ces points relais. Et puis, à terme, on pourra étendre ça à l'ensemble de la région parisienne dans un premier temps, et puis ensuite le reste de la France. Donc, pour l'Île-de-France, les centres Leclerc seraient vos premiers points relais, c'est bien ça, pour le lavoir moderne? Ce sont les discussions qui sont en cours, oui, ce sera nos premiers points relais. Donc, vous n'avez pas encore signé, mais vous espérez signer dans très prochainement. Oui, exactement, dans la période qui vient. Voilà, donc l'idée c'est d'installer un point relais dans les centres Leclerc pour commencer, c'est ça. Et donc c'est quoi? On va pouvoir apporter son linge en même temps que vous faites vos courses de la semaine. Exactement, que ça soit en général en voiture en banlieue, on se déplace souvent en voiture, donc vous pourrez avec votre petit sac de linge dans lequel vous pourrez mettre notamment les volumineux, hein, les draps, les serviettes, les couettes, tout ce qui est un petit peu enquiquinant à faire à la maison. Notamment quand on est en appartement. Exactement. Et puis un jour, on vous fait confiance pour nous tester sur notre service de linge quotidien au poids. Et là, attention, c'est le piège. Alors justement, combien ça coûte et comment ça se passe quand on apporte son linge? Le prix, il est au poids, il est comment? Il est à l'article. Il y a 2 typologies de prix. Il y a le prix au poids qui correspond ça, c'est pour le au linge de maison quotidien, exactement ce que vous mettrez en machine. Alors c'est un prix qui est autour de 4 € le kilo aujourd'hui. C'est-à-dire que le prix proposé dans le marché pour ce type de service, repassage uniquement, c'était de l'ordre de 8 à 10 € le kilo. Donc nous on propose autour de 4 €, mais qui comprend le lavage, le repassage, etc. Voilà, ça c'est pour le linge de maison. Voilà, et puis ensuite vous avez l'équivalent du pressing, et là on va vous proposer par exemple une chemise à 2 €. Et donc dans l'équivalent du pressing, vous allez retrouver tout ce que vous mettez habituellement au pressing, les manteaux, les vestes, les robes un peu délicates, les choses comme ça. Et là, vous allez retrouver des prix qui vont être en gros de l'ordre de 50 à 80% inférieurs à ce que le marché propose. Donc là, par contre, c'est à la pièce. Ça revient comme au pressing. Donc quand on arrive, il faut tout inscrire sur un document et chaque pièce est détaillée. Voilà, il n'y a que le linge de maison qui est au kilo. Exactement. Les couvertures, tout ça c'est au kilo, les couettes, les dessus de lit, etc. Alors, oui, exactement. Alors les couettes, il me semble que c'est à la pièce, mais les draps, toutes ces choses sont effectivement au poids. Peut-être une dernière chose sur le sujet de l'emballage, qui est un sujet qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui. Et on s'en excuse par avance, nos clients continuent à être livrés dans des emballages plastiques, mais nous avons une solution d'emballage réutilisable et lavable que nous pourrons déployer dans la période à venir. Tout à fait. À terme. On va y revenir tout à l'heure, si vous voulez bien, sur cette solution d'emballage Alpha Dio O'Leary et Togbé pour le lavoir moderne qui s'installe à Saint-Ouen-l'Aumône. On va passer la parole à Jean-François Benon. Jean-François Benon, vous êtes le directeur économique, le directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Alors, ça fait partie justement des nouvelles entreprises qui s'installent en Val d'Oise. Vous avez fait de la recherche de sites, j'imagine. Expliquez-nous un petit peu aujourd'hui ces nouvelles entreprises qui s'installent. Écoutez, l'entreprise du lavoir moderne est un très très bel exemple de l'investissement industriel dans notre département. Et d'ailleurs, nous sommes heureux de travailler vraiment la main dans la main avec les dirigeants de cette superbe entreprise, parce que ça paraît un petit peu banal comme ça, la question du linge, mais en réalité, le processus industriel qui a été mis en place est véritablement d'une grande qualité d'innovation, d'industrie, et donc c'était un exemple tout à fait parlant de ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui en matière d'innovation. Et d'ailleurs, nous avons, avec nos amis du lavoir moderne, organisé récemment des rencontres avec les responsables de CY, Cergy, Paris Université, en charge de l'innovation et du transfert de technologies, parce que réellement, il y a un processus industriel totalement innovant, et avec d'ailleurs des secrets protégés. Non, ça vient d'être expliqué. Et on n'y pense pas forcément quand on pense à un processus comme celui-là, mais en réalité, on est dans une innovation de rupture quasiment. Voilà. Donc on est ravis à la fois que l'entreprise ait décidé de se développer et de s'implanter dans un très très beau bâtiment tout neuf,
dans un des parcs d'activité de Saint-Ouen-le-Monde. Elle est d'ailleurs, l'entreprise, déjà en train de réfléchir avec nous à une évolution future, encore des locaux encore plus grands, et on l'espère évidemment dans le Val d'Oise, et on travaille ensemble également. Donc c'est un exemple tout à fait typique d'un phénomène que nous constatons actuellement malgré cette période de crise sanitaire, qui évidemment est très lourde de conséquences pour plusieurs segments d'activité dans le Val d'Oise. On a souvent parlé avec vous ici depuis le mois de mars dernier de la souffrance, des difficultés que rencontrent des secteurs d'activité du Val d'Oise comme ceux du secteur aéroportuaire autour de Roissy-Charles-de-Gaulle, avec un trafic aérien, vous le savez, qui est aujourd'hui à 20-25% de ce qu'il devrait être normalement, et ce qui a des conséquences en matière d'emploi et d'activité économique dramatiques. Il faut bien le dire pour tout le secteur de Roissy et largement au-delà, même pour tout le Val d'Oise et même l'Île-de-France. On a le secteur de l'événementiel qui est en grande souffrance, le secteur de la restauration, des traiteurs, tout ça c'est évident. L'hôtellerie, c'est évident. L'hôtellerie avec déjà des dépôts de bilan. Vous savez qu'il y a au moins 2 établissements autour de Roissy qui ont déposé leur bilan. Un hôtel qui venait d'ouvrir et qui avait été à peine ouvert au mois de novembre 2019 sur la commune de Roissy en France, qui n'a pas tenu et qui est déjà en dépôt de bilan. C'est-à-dire quelques mois dramatique. après son ouverture, parce qu'il a été évidemment tué en plein vol, en plein décollage, c'est le cas de le dire. Et c'est dramatique, tout à fait. Donc on a effectivement de gros soucis et de grosses inquiétudes. Le secteur de l'aéronautique est un secteur tout à fait phare de notre département, qui est en pleine croissance avec des perspectives à 10 ans incroyables compte tenu de l'augmentation des commandes d'avions chez Airbus et Boeing, Embraer et les autres, et a été aujourd'hui véritablement touché également. Bon, tout ça nous inquiète. Et on essaye de faire évidemment à notre niveau avec l'ensemble des acteurs économiques de ce département, avec les services de l'État, du Conseil régional d'Île-de-France, évidemment le département et les intercommunalités. Tout le monde travaille. Je crois qu'il y a d'ailleurs une très belle solidarité entre tous les acteurs publics privés dans cette affaire, dans notre département, comme en Île-de-France. Mais ce qui nous fait plaisir paradoxalement, c'est que au moment où on a effectivement ces inquiétudes et ce travail de sauvegarde du tissu industriel et des activités économiques dans certains secteurs, paradoxalement, nous au CEVO, puisqu'on accompagne, vous le savez, c'est le cœur de notre métier, des projets d'investissement et d'implantation de nouvelles entreprises en Val d'Oise, paradoxalement, et heureusement, on voit actuellement des très beaux projets d'investissement qui se dessinent dans le Val d'Oise. Alors, quels sont justement les espoirs pour le Val d'Oise, Jean-François Benoît? C'est pour moi de donner des noms parce que c'est toujours... non, mais peut-être des secteurs d'activité. Oui, mais je vais donner quand même quelques exemples illustrés, mais je ne pourrais pas vous donner les noms parce que souvent ce sont des opérations qui ne sont pas officiellement... Qui sont secrètes, bien sûr. Mais nous avons actuellement sous le coup des projets, y compris dans le secteur aéronautique, des PME-PMI industrielles déjà présentes en Île-de-France qui vont rapatrier... je pense à une entreprise qui est en train de travailler avec nous pour rapatrier en Île-de-France des productions qui étaient faites aujourd'hui en Roumanie, pour donner un exemple concret, et qui viendraient s'installer dans un nouveau site industriel, peut-être dans le Val d'Oise, on y travaille, ou en tous les cas en Île-de-France. On a un dossier également tout à fait impressionnant qui est suivi de près, avec d'ailleurs des financements dans le cadre du plan de relance de l'État et de la région, parce qu'il y a un plan de relance de l'État, il y a un plan de relance de la région qui sont extrêmement porteurs et efficaces, avec des montants de soutien financier pour des investissements industriels qui sont conséquents. On a un dossier dans le domaine des biotechnologies qui porte sur la création d'un bâtiment de plus de 20 000 m² sur un terrain de 6 ou 7 hectares, et avec près de 800 salariés. C'est un projet d'investissement considérable. Bah, c'est pas rien en plus, on a 800 emplois. Un très très beau dossier qui va être annoncé sans doute dans les jours qui viennent et qui porte sur l'installation dans un nouveau bâtiment logistique de 70 000 m². Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. 70 000 m² pour une très grande entreprise industrielle qui va s'installer dans ces nouveaux bâtiments. C'est également un très bon signal pour l'attractivité de notre département. Et là, ce serait dans quel secteur industriel? Dans le secteur de l'agglomération de Cergy-Pontoise, mais enfin, on en saura plus ça sera annoncé dans quelques jours. Alors, on a également énormément de PME-PMI déjà présentes dans le Val d'Oise qui prévoient des investissements industriels et pour renforcer leur capacité de production dans le domaine du matériel médical, dans le domaine de l'aéronautique, étonnamment, alors même que c'est un secteur qui souffre. On a des bons projets d'investissement dans le secteur aéronautique, dans le secteur de la sous-traitance automobile, dans le secteur de la sécurité, dans le secteur de la cosmétique.
Donc tout ça nous rassure un peu, c'est-à-dire que paradoxalement, encore une fois, on nous parle beaucoup de tout ce qui va mal, et il faut en parler parce que c'est un vrai souci, et derrière tout ça, il y a de la détresse, il y a des pertes d'emploi, il y a des vrais problèmes de reclassement professionnel, et ça touche... Et puis on a aussi des chefs d'entreprise ça touche tous nos habitants, mais en même temps, encore une fois, et c'est là il faut regarder, c'est notre métier, nous on regarde toujours le verre à moitié plein, il faut le regarder, on a également, je vous dis, cette dynamique qui est tout à fait impressionnante, et je vais dire quelque chose qui paraît un peu étonnant. On a même l'impression depuis quelques mois d'avoir une augmentation du nombre des dossiers de développement industriel. Alors, je pense qu'il y a aussi, il faut bien le reconnaître, l'effet des plans de relance. Le Conseil régional d'Île-de-France a mis en place énormément de dispositifs dans tout un tas de domaines. Je vais d'ailleurs en citer un parce qu'il est d'une grande actualité, et il faut en parler. Il n'est pas encore assez utilisé. Il faut que les commerçants, et votre radio est bien écoutée chez les commerçants du Val d'Oise, les commerçants, les restaurateurs, les artisans du Val d'Oise qui ont été fermés au mois de novembre par décision administrative, ont droit de déposer et d'obtenir une aide du Conseil régional d'Île-de-France de 1 000 € pour les aider à faire face aux frais qu'ils ont engagés, évidemment, compte tenu de cette impossibilité de travailler au mois de novembre. Et donc il faut surtout qu'ils pensent à aller sur le site en ligne du Conseil régional d'Île-de-France. C'est très facile, c'est très simple. Il serait dommage qu'ils passent à côté de cette aide. Le nombre de dossiers qui est déposé en Île-de-France est important. Il faut que dans le Val d'Oise, on ait également nos commerçants, nos restaurateurs, nos cafetiers, nos artisans qui pensent à faire cette demande parce qu'ils ont... Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez les artisans du Val d'Oise et les commerçants ne font pas assez La ville appel? de Paris, c'est vrai qu'on a une concentration de commerçants qui est peut-être plus forte dans la ville de Paris ou dans les Hauts-de-Seine, ce qui est normal, mais le Val d'Oise n'est pas dans ce qui devrait être. Donc il faut absolument que nos commerçants, nos artisans pensent à leur intérêt, mais il faut qu'ils le sachent, qu'ils se le disent entre eux, et qu'ils pensent à aller regarder le site internet du Conseil régional d'Île-de-France, et qu'ils puissent déposer en ligne cette demande pour avoir ce financement, parce qu'encore une fois, c'est un élément supplémentaire de les aider à passer ce mauvais cap, qui est quand même très douloureux pour les commerçants qui ont été fermés administrativement, et les restaurants. On sait bien la douleur que rencontrent aujourd'hui les restaurateurs, les cafetiers, etc., et certains artisans qui ont été également obligés d'arrêter leurs activités. C'est important qu'ils en bénéficient. Donc voilà, ces dispositifs existent. Il y a énormément de dispositifs historiques, entre guillemets, comme TPE, PME, Pinove, toute la gamme des aides de la région reste disponible. Elle s'est même renforcée pendant cette période de crise. Il y a vraiment de beaux outils pour nos entreprises, quelles que soient leurs activités. Le Conseil régional est en train de rénover le dispositif InnovUp pour les entreprises qui innovent. Pour les TPE, c'est TPUp. Pour les PME, c'est PME. Tout ça existe. Dès qu'une entreprise a un plan de développement, il faut qu'elle ait le réflexe à penser à bénéficier de ces soutiens. Et puis, pour les entreprises industrielles qui ont des projets d'investissement, c'est le cas du lavoir moderne, évidemment. On a ces dispositifs à la fois de l'État, avec le plan de relance de l'État. Il y a de très belles entreprises aujourd'hui en Val d'Oise qui ont d'ores et déjà bénéficié de ces financements pour des sommes très importantes. Ça peut varier entre 400 000 et 1 200 000 €. C'est pas rien pour une entreprise qui a un projet. Et le Conseil régional a déjà sélectionné en Val d'Oise plus d'une dizaine d'entreprises. Et il y a une deuxième phase de ce plan de relance du Conseil régional d'Île-de-France qui est ouverte. Et donc, on incite vraiment, et le CEVO, nous, on y passe beaucoup de temps pour expliquer ces dispositifs et inciter nos entreprises à en bénéficier. Parce que derrière, tous ces projets dont je vous parle sont pour beaucoup d'entre eux soutenus par ces dispositifs. Donc ce que vous annoncez aujourd'hui, c'est que la seconde phase d'aide aux entreprises industrielles du Conseil régional d'Île-de-France est ouverte. Oui, enfin il y a un dispositif qui s'appelle Relance Île-de-France. Une première opération a été mise en place. Il y a 9 entreprises de mémoire dans le Val d'Oise qui ont été bénéficiaires sur 35 ou 40 en Île-de-France, je n'ai plus le chiffre exact. Donc 75 entreprises aidées par la région, puisque j'en reçois presque une ou deux par semaine. Voilà, donc il y en a 9 qui ont été sélectionnés dans le premier tour de table, c'est déjà beaucoup proportionnellement. Je vous rappelle que le Val d'Oise doit peser 7% à peu près de l'économie régionale, et donc avec une dizaine d'entreprises sur 75, c'est un beau résultat pour notre département. Et donc il y a aujourd'hui la possibilité de déposer un dossier au titre d'une deuxième phase de ce dispositif qui est en cours, qui est engagé, et donc il faut vraiment inciter nos entreprises
à y penser. Voilà. Et encore une fois, et parallèlement, les dispositifs de l'État sont également très, très importants. Voilà. Encore une fois, c'est le message que je voulais passer parce que concrètement, nous ensuite sur le terrain, on constate que ces entreprises aujourd'hui qui font le choix d'investir dans cette période de crise, bien sûr, elles peuvent bénéficier d'un accompagnement. C'est pas ça qui va expliquer leur investissement. Souvent, elles ont une vraie stratégie, une vraie volonté, c'est normal. Mais c'est vrai que ce serait dommage qu'elles ne bénéficient pas de cet accompagnement parce qu'on est quand même dans une période difficile et que ces dispositifs sont, encore une fois, un encouragement, un signal. Derrière, c'est ces effets de relocalisation également. Encore une fois, quand on a des entreprises qui produisaient à l'étranger et qui rapatrient des lignes de production en France et en Val d'Oise en particulier, c'est un très beau signal. Voilà. Donc, notre sentiment est encore une fois mitigé. On a évidemment cette souffrance partagée et puis on a ces lueurs d'espoir, plus que des lueurs, hein, des signaux d'espoir d'investissement massif dans notre département. Voilà, on peut s'en féliciter et c'est un travail collectif, encore une fois, que de les soutenir et les accompagner. Alors Jean-François Benon, dernière question. Vous êtes donc, je rappelle, le directeur général du comité d'expansion du Val d'Oise. Vous venez de nous annoncer des bonnes nouvelles finalement. L'ouverture de la seconde phase du plan de relance par la région Île-de-France. Donc entrepreneurs, faites-y appel. Le plan de relance de l'État, lui, il est déjà ouvert et il est toujours ouvert. Et puis tous ces projets dans l'industrie, toute industrie finalement confondue, biotechnologie, aéronautique, automobile, médicale, sous-traitance, cosmétique. Ces espoirs de réindustrialisation finalement du Val d'Oise vont voir concrètement la réalisation pour quand, à votre avis? Écoutez, il y a des projets qui sont déjà engagés. Vous recevez aujourd'hui nos amis du Lavoir Moderne. C'est un projet tout à fait conséquent d'investissement industriel. Il faut aller voir sur place ce que ça représente. Je veux dire, une laverie, quand on dit ça comme ça, sur le papier, ça ne paraît pas forcément très excitant. Tout à l'heure, vous évoquiez la mise en place d'une machine qui fait 18 mètres de long et qui est totalement innovante, que je parle sous le contrôle de notre ami, je crois que c'est unique au monde, le dispositif qui est aujourd'hui en train de s'installer. Il faut imaginer ce que ça veut dire en termes de process industriel, ce qui est en train de s'installer dans les locaux du Lavoir Moderne. Enfin, je veux dire, c'est une chaîne technologique qui permet à un linge d'avoir tout un suivi automatisé, robotisé. C'est totalement incroyable et c'est totalement unique, encore une fois, unique au monde. On est à la pointe de la technologie dans ces domaines-là et donc c'est des choses qui sont déjà engagées. Dans d'autres cas, c'est des choses qui sont décidées et on peut estimer que d'ici 9 mois à 1 an, on aura effectivement de nouvelles usines, des nouveaux locaux. C'est pas que des usines d'ailleurs, c'est aussi des locaux, des centres technologiques ou des laboratoires biotechnologiques. Donc d'ici 1 an, on va avoir de belles inaugurations de nouveaux locaux industriels en Val d'Oise. D'ici 1 an. Donc merci beaucoup Jean-François Benon. On va revenir justement sur les investissements pour le Lavoir Modèle avec Alfadio, O'Leary et Togbé dans quelques minutes. On fait tout d'abord une petite pause musicale et on revient avec vous sur IEDFM, Radio Anguin, au bar de l'économie et sur les plateformes, les réseaux bien sûr. Ça sera possible d'avoir un enregistrement ou pas? Jean-François, si toi tu veux partir, parce que t'es pressé. Non, parce que ça a été annulé. Ah bon, d'accord. Ça a été annulé. Donc je suis avec toi. Mais je peux te parler aussi de Pontoise, tu sais, du pôle Oui, de la après, mobilité urbaine. on va faire parler les... Oui, non, il n'y a pas de souci. Après. Et si tu veux que je leur dise un mot. Oui, parce que je l'ai dit en intro, Oui. t'étais pas là. Oui, d'accord. C'est un sujet, quoi. C'est un Vous sujet. n'avez pas la possibilité de vous rapprocher du micro, monsieur François? Si, je peux. Je ne sais pas à quelle distance. Le plus près possible. Il Faudrait que tu rapproches ta chaise. D'accord, je suis désolé. Alors, je vais le manger. Alors. C'est ça, Je vais tu le manges. lécher, je vais C'est ça. lécher. Ouais, attention. Je pensais que c'était dangereux de lécher les micros. Voilà, j'ai pas trop. Allez. Faudrait qu'on fasse une photo. Après, je la ferai, après. Moi, je serais curieux de discuter parce qu'au niveau des aides, justement, Bien c'est sûr. une problématique assez particulière. Oui, Je vais l'expliquer au micro, Je vais mais ce qu'on écouter met avec en la place, c'est assez spécifique. d'accord. C'est pas de l'agriculture urbaine, c'est D'accord. innovant sans avoir de technologie pour le moment. Mais ça, il n'y a pas besoin uniquement de la technologie. Exactement. Mais moi, y je me compris suis le plan de rapproché- relance, à partir du moment où il y a des dépenses. C'est ça. Moi, je me suis rapproché des différents acteurs justement sur le soutien. D'accord. Et Vous avez comme fait c'est... le tour un peu de tout ce qu'il y avait. Oui, j'ai eu les D'accord. personnes qui étaient référentes D'accord. C'est avec qui qui j'ai échangé. Et D'accord. vous allez voir un peu le projet. Je vais Ça rentre pas très bien dans le cadre. Guide Rock.
Il y en a certaines qui doivent pouvoir Il y s'appliquer. en a, une nouvelle pense que la rotation, je ne parlerai pas au micro, mais voilà, on nous a conseillé ça, on travaille avec les collectivités, je vais expliquer, vous allez comprendre un peu. D'accord. Je pense qu'on peut avoir une discussion Mais sur ce avec grand sujet-là. plaisir, il faut qu'on se voie avec ma collaboratrice qui fait ça, qui s'appelle Oh, Emmanuel ça Desquieux. me quoi? On va regarder, on vous fera une espèce de diagnostic par rapport à tous les dispositifs. Avec plaisir, oui. Parce qu'on a déjà vraiment Vous avez des passé une discussions discussion à la turbine, Sergi. D'accord, oui. Et vous avez un projet de développement. Vous allez comprendre le Je projet vais écouter ça avec important sur toutes les villes. Quoi. On va commencer de manière locale. Après, bon, Et normalement, déjà, TPE, vous devriez pouvoir le poser. Il y a combien de temps que vous existez? 1 an et demi. Ouais. Donc, déjà, TPE. Est-ce qu'il est cumulable avec Innovat? À ma connaissance, oui. C'est pas pour les mêmes objectifs. TPE, c'est le projet de développement dans son ensemble, y compris commercial, recrutement. Il faut avoir un plan de développement. Les TPE, à partir du moment où vous avez 1 an et demi, vous devriez être en mesure de déployer. Si vous êtes en mesure de présenter votre plan de développement, commercial, recrutement, formation. C'est quoi cette musique là? Tout ça peut être financé par TPE. Ah, ça hurle. J'ai baissé. On y va? On y va là? On y retourne? À mon avis, c'est tout à fait compatible. C'est pas Sur IDFM Radio Anguin au bar de l'économie, c'était All Summer Long, un extrait du titre de Kid Rock. Voilà, vous savez tout. Aujourd'hui, on parle investissement industriel, projet pour le Val d'Oise. Beaucoup d'optimisme vient de nous annoncer Jean-François Benon, le directeur général du comité d'expansion du Val d'Oise. On a aussi parlé du lavoir moderne dont l'usine s'installe à Saint-Ouen-l'Aumône avec Alfadio O'Leary Togbé. On va en reparler au niveau justement du process industriel et du développement en France. Et puis, on va passer la parole à Maxence Baudert pour Rubus Service. C'est pour partager des potagers. On va en reparler dans quelques secondes. Mais tout d'abord, avec le lavoir moderne, donc Alfadio O'Leary Togbé, quels sont vos projets? C'est quand même un gros investissement. On n'a pas parlé des montants matériels qu'il faut pour installer 18 mètres. Enfin, quelle surface d'ailleurs fait cette usine à Saint-Ouen? Alors notre unité de production, elle fait 3500 mètres carrés et c'est un beau démonstrateur puisque ça nous sert un peu de démonstrateur technologique pour l'ensemble des technologies que nous sommes en train de mettre au point. Et cette unité dans laquelle on a investi à peu près 5 millions d'euros, en partie via nos partenaires, via les investisseurs, les actionnaires du lavoir moderne, et puis en partie il se trouve qu'on a un très bon liseur. Et donc voilà. Et ça, c'est avantageux. Voilà, en fait, exactement. c'est toujours de la location de matériel finalement, Exactement. même si les technologies appartiennent au lavoir moderne, je suppose. Alors, pour partie, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels l'industrie n'avait pas de réponse jusqu'ici. Et donc, c'est nous qui avons créé ces technologies. Vous avez déposé des brevets? Exactement, qui vont depuis le transport des vêtements sur cintre jusqu'à nos méthodes de séchage, parce que nous séchons, comme je disais tout à l'heure, sans chaleur et avec très peu d'énergie, jusqu'à nos systèmes de tri. Et puis, on a une dizaine de sujets de développement industriel qui sont en cours actuellement, des développements technologiques qui sont en cours. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, les premiers points relais, j'allais dire, ça va être les centres Leclerc. C'est en cours de signature, le contrat. Quand est-ce que nous, particuliers, on pourra commencer à faire appel à vos services? Alors, sur Paris, donc c'est déjà le cas. Oui, parce que c'était la zone test, ça fait 2 ans que c'est le cas. Exactement, donc ça sera étendu à tout Paris dans le courant de l'année 2021. Et pour la région Île-de-France au début du deuxième semestre 2021, le service sera disponible dans le Val d'Oise également, implantation par implantation. Puis nous avons d'autres partenariats qui sont en cours, qui sont moins avancés, dont je peux moins parler, mais qui vont permettre en gros à toute l'Île-de-France de pouvoir bénéficier du service entre 2021 et 2022. Quels sont vos objectifs de développement? C'est quoi? C'est de couvrir la France d'abord, et puis ou les grandes villes, et puis ensuite de partir peut-être à l'Europe? Exactement. C'est-à-dire que nous, on a fait pendant 5 ans, bientôt 6 maintenant, un travail de mise au point d'une nouvelle méthode d'entretien du vêtement particulier. Cette méthode, pour la généraliser, on va avoir besoin du soutien de partenaires financiers ou industriels. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'arbitrage qui est fait. On discute avec le marché. L'objectif étant
d'être capable de proposer ce service d'abord dans toutes les grandes agglomérations, et puis en Europe, et puis ensuite d'étendre ça aux zones de moyenne et de basse densité. Alors on a compris que c'était quand même largement automatisé, bien sûr, avec cette machine qui fait 18 mètres de long, mais ça demande quand même des salariés. Quels sont vos projets d'embauche? Alors paradoxalement, le fait que ça soit très largement automatisé génère davantage d'emplois dans le secteur. Je m'explique. Auparavant, donc l'entretien artisanal et les coûts qu'il générait faisaient que le service, finalement, il était très peu utilisé par les particuliers. Le nombre de pressing est passé en France de 10 000 à moins de 4 000 en l'espace d'une décennie. Ce qui veut dire, vous montre bien une désaffection du client pour le service. Nous, avec nos méthodes d'entretien qui sont non seulement écologiques, mais en plus économiques, on ramène les utilisateurs vers le service, ce qui génère de l'activité, donc libère du temps à nos clients et génère de l'activité pour des salariés. Et donc c'est un espèce de cercle vertueux qu'on est en train de mettre en place, ce qui va nous permettre, dans une unité de production comme celle de Saint-Ouen-l'Aumône, ça représente déjà 80 emplois quand l'unité sera entièrement déployée. Et dans une des factories que nous préparons pour l'avenir, en gros, ça générera 300 emplois. Mais qui va gérer les points de relais dans les centres Leclerc, par exemple? Ce sont des salariés à vous ou ce sont des indépendants? Vous allez faire appel à des indépendants? Ou c'est carrément le centre Leclerc qui va gérer? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la logistique, elle est assurée par le partenaire qui s'occupe de la collecte et de la livraison. Mais de la même façon que vous allez aujourd'hui dans un point relais chercher votre colis Amazon ou votre colis Simo directement, quoi. Et quand vous allez vouloir aller chez le particulier, donc vous avez dit pour nous en région Île-de-France c'est le second semestre, est-ce que vous allez faire appel à des chaînes de livraison, des spécialistes de la livraison? Alors non, là pour le coup c'est nous qui faisons directement la livraison au domicile des particuliers également. On a mis en place notre propre chaîne logistique. On est arrivé finalement pas tellement longtemps après nos collègues qui font de la livraison de repas à domicile, mais on a une chaîne de logistique spécifique parce que nous transportons des vêtements sur cintre. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas faire appel à des contenants conventionnels si on veut en tout cas faire le type de livraison que nous faisons, puisque nous ne livrons pas en camionnette ou en véhicule diesel, nous livrons avec des scooters électriques. Donc, pour respecter toute cette chaîne cette chaîne logistique, à la fois son en concept fait, du respect de l'environnement, c'est un peu ça. Exactement, mais doublé d'efficacité. C'est-à-dire que c'est pas un respect de l'environnement un peu béat dans lequel on fait plus de la doctrine que de l'efficacité économique. C'est vraiment doublé d'une efficacité économique et on a pris le temps de mettre au point une chaîne qui fonctionne très bien. Et ce coût de livraison, il est inclus dans les 4 € au kilo et dans les 2 € pour une chemise, par exemple, ou c'est en plus? Exactement. Non, il est inclus. Alors, on a un minimum de commandes de l'ordre de 15 €. Mais au-delà de ces 15 €, le coût de livraison est inclus dans le prix de la commande. Donc ça, c'est plutôt super pratique. Et c'est vrai que ça quand même intéresse beaucoup, je pense, le particulier quand les frais de livraison sont inclus, parce que ça coûte cher, mine de rien. Sinon, merci en tout cas, Alfadio O'Leary Togbe, de nous avoir fait part des évolutions du lavoir moderne. On vous souhaite bien sûr beaucoup de succès. En tout cas, moi, je suis très intéressée par ce système. Je trouve que c'est formidable de pouvoir, notamment pour tous ceux qui travaillent et qui font beaucoup d'heures dans les transports, malheureusement, de se faire prendre son linge à la maison. Bientôt dans le Val d'Oise. On va changer de sujet tout de suite. On va poursuivre les inventions de nos start-upers avec Maxime Bodert. Vous êtes tout jeune et vous avez fondé déjà en 2019 Rubus Service. Alors vous proposez des potagers clés en main. Ça c'est fantastique parce que d'ailleurs on voit que l'Angleterre a déjà depuis le mois de mars a déjà fait appel beaucoup à des services justement de potager. Les particuliers ont fait appel à ça. Vous, bien sûr, vous ciblez les particuliers, mais vous ciblez aussi les collectivités publiques. Vous voulez interpeller finalement aujourd'hui à ce micro les collectivités publiques et les entreprises à utiliser vos services pour créer des potagers. Expliquez-nous un peu votre schéma, votre projet d'entreprise. Exactement. Alors, je me permets juste de modifier simplement le prénom, c'est Maxence. Ah, pardon. Pas de souci, Florence. Et du coup, Rubus est né pour les particuliers, effectivement. Donc l'idée, c'était
pour les personnes qui ont un jardin et qui ont la volonté d'avoir un potager et de profiter des légumes 100% naturels à la maison, d'avoir quelqu'un qui vient, qui soit le spécialiste du potager. Donc notre équipe, on installe le potager dans un premier temps, donc on peut choisir son modèle, le personnaliser un peu. Et ensuite, derrière, ça demande beaucoup d'entretien quand même. C'est une vraie organisation de potager. Donc nous, c'est ce qu'on permet de prendre en charge, c'est qu'on va avoir toute cette organisation qui sera prise en charge. Tous les mois, on va venir une fois par mois pour faire l'entretien du potager et garantir, optimiser la production sur le potager au fil des saisons. Et donc cette idée qui était pour les particuliers fait son bonhomme de chemin. Comme en Angleterre, vous l'avez dit, c'est là-bas une terre où ils cultivent beaucoup, hein, ils adorent ça. Aujourd'hui, en France, on est quand même très fan de ces problématiques-là. Et par rapport aux collectivités, du coup, l'idée a évolué avec nos rencontres avec des acteurs publics, justement, qui ont la volonté aujourd'hui de faire que les gens se rapprochent de la terre, du développement durable, mais ils ne savent pas forcément comment le faire. Donc on a, nous, la logistique derrière qui est la même pour les particuliers ou les collectivités. C'est ça qui est intéressant. Donc on a adapté au fil de nos rencontres l'idée pour mettre en place des projets au sein des collectivités qui sont destinés à différentes cibles selon la ville. Donc ils vont choisir de viser les groupes scolaires, par exemple, les centres de loisirs, les personnes âgées et aussi les habitants. Je crois que dans la zone dans laquelle on évolue aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des jardins et qui ne savent pas non plus comment le faire. Donc c'est l'opportunité pour eux de venir sur le jardin que la ville met à disposition avec des animateurs qui sont là pour faire des ateliers, apprendre et refaire à la maison de manière correcte. C'est une manière de démultiplier un peu les savoirs justement à l'échelle de notre territoire. Alors vous êtes incubé, vous, à la Turbine, donc à Cergy-Pontoise. C'est bien ça? Exactement. Donc on a rejoint la Turbine fin août 2020. Donc ça fait 1 an et demi que la société est créée aujourd'hui. On a une offre qui se tourne vers les collectivités depuis justement le moment où on a rejoint la Turbine. Et on est en train de matérialiser, concrétiser les premiers projets qui seront mis en place au printemps 2021. Alors expliquez-nous un petit peu comment, au bout d'1 an et demi d'activité, vous en êtes où? Comment ça se passe, votre développement commercial, j'allais dire? Alors, il y a la crise sanitaire qui est passée par là. On a lancé officiellement fin janvier 2020 au Salon de la permaculture. On ne l'a pas précisé, mais les potagers qu'on fait, c'est le plus naturellement possible. Donc on utilise des techniques issues de la permaculture. J'ai eu la chance de faire des formations quand elles étaient encore disponibles avec Charles et Perrine Hervé Gruyé, qui sont aujourd'hui les chefs de file de la permaculture en France. Ils apparaissent comme tels. Et ils sont à la ferme du Bec et Loin. Je pense que ça parle un peu plus pour les gens qui nous écoutent. Du coup, voilà, donc les potagers aujourd'hui, on a lancé fin janvier 2020 sur la permaculture. Il y a eu le confinement qui est venu nous arrêter un peu dans notre élan au printemps, ce qui est une saison importante pour nous quand même. On a réussi à convaincre les premiers clients dans le Val d'Oise et dans les Yvelines à la fin du premier confinement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une de nos vidéos si vous voulez sur le site internet, c'est www.rubusservice.com et vous aurez la vidéo d'un de nos clients particuliers justement, c'est une des clientes qui a accepté de jouer le jeu avec nous. On voit son potager, on voit les récoltes dont elle peut profiter et voilà. Donc, alors expliquez-nous justement qu'est-ce que c'est qu'une culture en permaculture? Alors la permaculture, si on scinde le terme, c'est perma et culture, donc la culture permanente. L'idée, c'est de reproduire le cycle de la nature pour avoir des synergies qui se créent finalement pour servir l'homme et ne pas desservir la nature. Donc c'est vraiment penser sur le long terme finalement. De ne pas épuiser la terre en fait. Exactement. Et c'est Charles qui disait très justement, la révolution pré-industrielle était gourmande en main d'œuvre, la révolution industrielle a été gourmande en énergie et la révolution post-industrielle qu'on est en train de vivre aujourd'hui sera gourmande en connaissances. Et c'est exactement ce qu'on s'efforce de faire aujourd'hui, c'est d'avoir ces équipes qui pensent justement à tous ces systèmes, que ce soit la couverture des sols. Quand on se balade en forêt par exemple, c'est assez concret comme image. Quand on se balade en forêt, on ne voit jamais le sol qui est nu finalement. Il y a toujours des feuilles mortes qui sont dessus, ou des herbes qui repoussent, des champignons, de la vie, quoi. Et quand on va cultiver son jardin, on a beaucoup vu des sols qui étaient nus, qui s'assèchent finalement très vite. Et l'idée de la permaculture, c'est de reprendre un peu ce qui se passe dans la nature, observer et se dire, les sols sont couverts, on va les couvrir aussi pour nos propres cultures, quoi.
Donc c'est beaucoup de techniques qui paraissent assez simples, mais qui mis bout à bout amènent à un vrai savoir-faire qu'on maîtrise aujourd'hui. Et c'est là l'idée de faire appel à un expert par rapport à tout ce qui est potager, développement durable aussi, si on veut de la transmission aujourd'hui qui soit bien faite. On voit pas mal de discours qui peuvent être assez extrêmes sur ces problématiques. Et il faut donner envie aux gens d'y revenir de manière intéressante et qui donne envie, qui soit jolie. Bien sûr. Alors, Maxence Bodert, votre idée, c'est donc Rubus Service de proposer des potagers clés en main pour tout le monde, particuliers, entreprises et collectivités publiques. Est-ce que les tarifs sont les mêmes pour les 3 catégories que je viens de citer, ou est-ce que, j'imagine, ça dépend aussi de la taille des jardins, bien évidemment, ça on comprend. Mais qu'est-ce que vous proposez comme service aux entreprises et aux collectivités et à quel tarif? Alors, pour les entreprises et les collectivités, c'est des projets qui sont au cas par cas. Donc il va y avoir un premier pilier qui va être la création de l'espace. Donc c'est un espace qui est un espace polyvalent qu'on détaille à nos clients en fonction de leurs besoins. Et le deuxième axe, c'est avec l'entretien et les animations. On pense que si on veut que les ateliers intéressent les gens, il faut que les surfaces soient quand même propres et entretenues au fil des saisons. Et je le disais tout à l'heure, mais il y a une vraie logistique par rapport à ça. On travaille avec des fournisseurs qui sont des maraîchers qui travaillent de manière raisonnée, voire en permaculture pour les plus aboutis dans leur démarche. C'est-à-dire qu'on peut avoir des produits sans engrais, sans phytosanitaire, sans rien. On a avec Rubus des produits qui donc les graines déjà à la base sont sans... Alors pour les semences, c'est un peu plus facile aujourd'hui parce qu'on peut les trouver, même les particuliers dans le commerce peuvent les trouver facilement auprès de marques qui sont engagées et qui sont assez transparentes par rapport à la manière dont ils produisent. Pour les plants potagers et tout ce qui est autour dans l'entretien, c'est plus compliqué d'avoir cette transparence. Ça a été aussi mon travail de rechercher tous ces fournisseurs qui sont proches de nos territoires pour mettre en valeur derrière les espaces qu'on construit. Donc pour l'entreprise et les collectivités, au cas par cas par rapport à la création, et ensuite au niveau du forfait, on a créé des forfaits qui comprennent l'entretien et les ateliers. Donc c'est en fonction du nombre d'interventions mensuelles, on va signer sur une année et on va avancer derrière avec simplement une organisation qui est prête, carré, et comme ça... Mais quand même, donnez-nous un petit budget qu'il faut mettre au départ d'investissement. Alors, c'est assez... À combien peut-on démarrer, on va dire? Pour les entreprises et les collectivités, je vous dis c'est au cas par cas. Il y a une chose à savoir, c'est qu'il y a un facteur à prendre en compte, c'est la durée de la collaboration. Pour nous, le but, c'est de créer de l'emploi sur le long terme. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des savoir-faire qui ne sont pas trop valorisés dans le système dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est notre but aussi, c'est de valoriser les compétences de ces personnes qui sont des passionnés et qui peuvent s'intégrer facilement dans notre société. Voilà, donc il y a la durée de la collaboration qui va faire varier le tarif, bien sûr, qui sera initialement dévoilé au moment venu à la collectivité ou à l'entreprise. Alors Maxence Bodert, en Île-de-France, j'imagine que votre première cible, puisque vous êtes en Val d'Oise, c'est le Val d'Oise et l'Île-de-France. Il y a beaucoup de pluie, il pleut beaucoup, il y a l'hiver, enfin il y a quand même des saisons. Est-ce qu'il faut avoir un abri de jardin, une verrière, est-ce qu'il faut mettre notre culture de fruits et de légumes sous cloche? C'est idéal, honnêtement. Il y a 2 choses qui sont idéales, surtout si on parle des collectivités et les groupes scolaires notamment. Il faut savoir que les groupes scolaires, ils sont là de septembre à juin. Donc c'est des périodes où, en ayant un abri avec une serre, on va pouvoir faire qu'il y ait des activités qui soient à la fin de l'automne faisables. Si on n'avait pas la serre, ce serait compliqué. Et d'une autre part, au début du printemps, là, on va arriver bientôt dans cette période, avoir aussi la serre, ça permet de lancer des semis en amont plus rapidement. Donc on peut en profiter, on peut en faire profiter les enfants. Je prends l'exemple de la tomate qu'on va pouvoir lancer prochainement et qu'on va mettre en terre seulement après les seins de glace, donc mi-mai. Pour un enfant, c'est assez important. Si on part de la graine, qu'on fait un atelier là-dessus, qu'on voit que le plant de tomate fait 50 cm et qu'on va le mettre en terre ensemble à la mi-mai, en juin, il aura déjà bien poussé. On aura vu déjà ce que c'est que de partir d'une graine et d'arriver vers un plant. Si on met des variétés tardives en plus, c'est là où on parle de réflexion justement qu'ont nos équipes sur les espaces. C'est que si on met des variétés tardives, elles vont pouvoir arriver à maturité en septembre. Septembre, paf, c'est la rentrée scolaire. Donc on va pouvoir avoir les nouveaux groupes scolaires qui vont arriver, qui vont voir le fruit finalement. Donc il y a cette boucle qui va être permise grâce à un abri qui est sur l'espace. Ça c'est sûr et je vous le conseille. Est-ce que pour les entreprises ou les particuliers d'ailleurs, est-ce que vous envisagez de commercialiser vers les promoteurs immobiliers pour les toits d'immeubles notamment ?
Alors, c'est assez technique par rapport au toit d'immeuble et on pourra s'engager à le faire au moment venu avec les promoteurs. Il faut qu'ils s'engagent aussi dans cette démarche, je pense qu'ils le sont aujourd'hui. Il y a beaucoup d'écoquartiers qui se créent dans les villes, notamment dans le Val d'Oise. Donc c'est bien sûr un sujet auquel on réfléchit aujourd'hui. Après, c'est des projets qui sont sur le très long terme avec les promoteurs immobiliers. Au but, c'est une entreprise qui se lance, donc on a aussi besoin de convaincre les premières collectivités de travailler avec nous. Donc on est en cours sur certains projets. Et voilà, donc les promoteurs bien sûr, mais c'est sur le plus long terme pour le coup. Sur le plus long terme. Alors justement, Maxence Baudert, vous êtes une toute jeune start-up, on peut dire. Quels sont vos besoins ? Besoin aujourd'hui, il y a premièrement donc, faire que le concept soit mis en place et se concrétise au sein des collectivités. Il y a une vraie demande par rapport à ça, on en est conscient et on essaie de répondre au maximum aux besoins des villes pour qu'on puisse faire avancer aussi les choses sur notre territoire et auprès des générations à venir. Je pense que je fais partie d'une génération aussi qui porte ces problématiques-là sur ses épaules. Donc voilà, on a besoin aujourd'hui d'avancer vite. On nous parle souvent dans les budgets des différentes priorités, que voilà, peut-être que créer un espace vert en plus dans la ville, c'est sur le court terme pas trop envisageable. Moi je vous renvoie vers le rapport Goéland qui a été écrit par 4 Normaliens qui stipule différentes mesures, il y en a 9 exactement, pour les villes de plus de 10 000 habitants, pour décarboner les villes de plus de 10 000 habitants. Donc c'est un rapport qui met 9 mesures en place et la 8e mesure de mémoire, c'est celle qui concerne justement la création d'espaces en agroécologie, le fait de se rapprocher des circuits courts, le fait d'avoir cet esprit de transmission qui se passe au sein des villes pour éduquer finalement les citoyens et changer un peu les comportements à l'échelle locale. Et les collectivités ont un vrai pouvoir là-dessus. Et dans leurs mesures sur le rapport Goéland, la 8e mesure, c'est une mesure qui est sur très court terme, voire court terme. Donc dans la priorité des budgets, je pense que malgré la crise sanitaire et les efforts d'investissement qui ont été demandés, c'est quand même quelque chose qui doit se faire en parallèle. On le voit aujourd'hui avec nos dirigeants au niveau de l'exécutif, ils sont sur ces problématiques-là. Au niveau de l'État, vous voulez dire. Exactement. On a bien compris, Maxence Baudert, messieurs les maires, s'il vous plaît, bougez-vous, c'est ça que vous voulez dire, et prenez des décisions. Non, c'est ça ? Ils sont déjà dans cette démarche. Mais réfléchissons comment on va faire les choses. Il y a une vraie demande pour la transmission de savoir-faire aujourd'hui. La création d'espaces verts, c'est aussi important sur d'autres sujets, avec de nouveaux espèces d'arbres qui sont mises en valeur dans les villes, etc. Donc les deux vont ensemble, mais réfléchissons comment on fait les choses avec ces espaces. Oui, et tout ça, c'est une chaîne, effectivement, et Exactement. on n'en parle pas assez, mais on en parle quand même de temps en temps au bar de l'économie. Maxence Baudert, si on est intéressé par vos services, comment fait-on pour vous contacter ? Alors vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.rubusservice.com et également sur notre page Instagram où on répondra volontiers à vos questions. Il y a pas mal de photos qui sont dessus avec de nombreux conseils. Donc vous pouvez suivre la page et au fil des semaines, on ajoute des photos avec les conseils qui vont sur le compost notamment, comment faire des couches chaudes à l'hiver en cette période pour commencer les carottes avant les autres. Et en avoir, absolument. Merci beaucoup pour tous ces renseignements, Maxence Baudert. Il nous reste 4 minutes d'antenne. On va passer la parole à Jean-François Benon pour ce pôle d'excellence autour de la mobilité aérienne. Pour la mobilité aérienne urbaine, où va-t-il s'installer, Jean-François Benon ? C'est une bonne nouvelle pour le Val d'Oise, une de plus. On en est ravis en ce qui nous concerne. On avait milité pour cette sélection. Le Conseil régional d'Île-de-France, Aéroport de Paris, la RATP, a décidé de choisir le Val d'Oise sur l'aéroport de Pontoise pour installer un centre technologique d'excellence autour de nouvelles technologies que l'on appelle aujourd'hui un peu pompeusement la mobilité aérienne urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les émissions, on voyait ça dans les émissions de science-fiction autrefois, des petits hélicoptères écologiques, entre guillemets, puisque fonctionnant à l'électricité, une sorte de gros drones, en fait, qui sont capables d'amener 2, 3, 4 passagers et leurs bagages éventuellement sur des trajets courts de l'ordre de 30, 50 km pour desservir avec le minimum de nuisance, évidemment, et c'est au-delà du trafic routier, des passagers pour rejoindre des pôles au sein des grandes métropoles. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on voyait dans les films d'anticipation il y a encore quelques temps. Eh bien, c'est plus d'anticipation. Aujourd'hui, c'est une vraie filière technologique, c'est une vraie filière d'excellence au niveau international. Et en Europe, l'un des pôles d'excellence, l'un des rares pôles
d'excellence, ce sera dans le Val-d'Oise, ce sera sur cet aéroport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du mois de juin, les travaux ont commencé, les décisions ont été prises, il y avait plusieurs sites qui étaient possibles pour faire ce démonstrateur technologique. Il y avait d'autres aéroports en Ile-de-France, celui de Logne, celui de Toussul-Noble, etc. Bien non, c'est celui de Pontoise qui a été retenu, et donc notre département, et va s'installer sur l'aéroport de Pontoise dans les semaines et les mois qui viennent, avec une ouverture concrète à partir de l'été 2021, des entreprises aussi prestigieuses que Airbus, que des sociétés comme Yihang chinoises, des sociétés anglaises, des sociétés lituaniennes comme Pipistrel, enfin toutes ces sociétés qui fabriquent ces petits matériels, ces petits engins volants, et ça c'est le début. Mais en réalité, il y a toute une dynamique technologique avec Thales, avec Idemia, avec Safran pour la partie branchement électrique et connectivité électrique. Il y a tout un tas d'entreprises dans le domaine de la navigation, parce que ces petits engins, s'ils volent, il faut qu'ils circulent selon des principes de navigation aérienne, et c'est pas simple, même s'ils ne sont pas à très haute altitude. Donc il y a toute une filière technologique autour de la navigation et l'insertion dans l'espace aérien. Et puis, il ne faut pas le négliger, il y a aussi tout un aspect technologique et de réflexion sociologique presque sur l'acceptabilité de ce type d'engin par les populations. Et donc il y aura des essais, des tests avec des universités, dont l'ESSEC, l'université CY, Cergy Paris Université, qui sont également associés. Donc il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par le Conseil régional avec son agence Choose Paris Région pour identifier à peu près une trentaine, une quarantaine de grandes entreprises ou de start-up qui vont s'installer sur l'aéroport de Pontoise pour commencer à tester. En fait, on va être à la pointe du test, de l'analyse technologique, de la démonstration de la faisabilité d'utilisation de ces engins. Un des objectifs, c'est que ça commence à fonctionner avec des premiers essais concrets pour les Jeux Olympiques de 2024. Ce qui veut dire que, par exemple, en 2024, un passager qui se posera à Charles de Gaulle pourra rejoindre Pontoise en quelques minutes par ces engins ou aller à Disneyland Paris, par exemple. Voilà. Donc on est dans quelque chose de tout à fait innovant et finalement qui va nous amener beaucoup de recherche et de développement dans le territoire. Merci beaucoup pour ces très bonnes nouvelles, Jean-François Benon. Ça donne de l'espoir à tous ceux qui cherchent un job, et donc dès le second semestre 2021, ce sera réannoncé, bien sûr. En tout cas, cette émission s'achève. Retrouvez-nous dès cet après-midi sur nos plateformes et je vous souhaite une très belle journée. À demain. Ciao, ciao. Je vous embrasse.